Pour vous présenter un panorama, une photographie de l'emploi dans la filière du sport, je demande à Monsieur Augustin Vicard, directeur de l'INJEP, de me rejoindre. Je rappelle que l'INJEP est à la fois un observatoire producteur de connaissances et un centre de ressources et d'expertise sur les questions de jeunesse et les politiques qui sont dédiées sur l'éducation populaire, la vie associative et le sport. La mission, contribuer à améliorer la connaissance dans ces domaines par la production de statistiques et d'analyses, l'observation et l'expérimentation et l'évaluation. C'est à vous, Monsieur Vicard. Merci Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être là pour vous partager un panorama de l'emploi sportif en ouverture de ces travaux. Alors, je vais d'abord revenir très rapidement sur le panorama des acteurs et actrices de l'emploi et de la formation dans la filière du sport, mais je vais le faire très rapidement parce que vous les connaissez, vous les représentez dans cette salle. Donc il y a évidemment les branches professionnelles, les employeurs, les ministères qui sont nombreux à être concernés au-delà évidemment du MS-JOP, les opérateurs de compétences et l'ensemble des parties prenantes au-delà de l'emploi et de la formation, les organismes de formation, bien sûr les régions France Compétences, etc., etc. Donc on voit que ça fait beaucoup de monde, mais moi ce que je vais essayer de vous présenter, au-delà de ces figures un peu institutionnelles, c'est l'emploi sportif de façon très concrète, avec quelques chiffres et statistiques, pour qu'on voit bien de quoi on parle et quel est le périmètre. Alors, ça sera ma seule slide méthodologique, je vous rassure, pour vous parler, pour vous expliquer de quoi on parle quand nous, on regarde à l'INJEP, au service statistique ministériel sport, l'emploi dans la filière sport. Donc on regarde d'abord des secteurs au sens de l'INSEE et de la statistique publique européenne, avec 11 secteurs qui font partie de la filière du sport, 5 qui sont en bas, qui sont le secteur du sport, de la pratique sportive à proprement parler, et 6 autres qui sont en amont de cette filière ou de ce secteur du sport et qui vont permettre, via la vente d'articles de sport, la location, mais aussi la construction et la fabrication d'articles de sport, de pratiquer ensuite le sport. Et donc, pour vous dire tout simplement que c'est une approche sectorielle, c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'un secrétaire administratif d'un club sportif, il sera dans la filière sport, évidemment. Mais en revanche, on peut avoir des éducateurs sportifs, des coachs sportifs qui vont être en dehors des entreprises ou des administrations ou des associations sportives et qui ne vont pas forcément être dans cette définition du sport. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin et on va pouvoir passer au premier résultat, c'est ce que constitue l'emploi dans le sport. Donc on a à peu près, selon la définition que je viens d'évoquer, 400 000 emplois dans la filière sport. C'est à peu près 1,3% de l'emploi total. Alors, comment se répartit cet emploi? D'abord, on a à peu près 220 000 salariés du secteur privé, auxquels s'ajoutent à peu près 10 000 sportifs professionnels. Ensuite, Madame la Ministre le rappelait, on a beaucoup de non-salariés, d'indépendants qui travaillent dans ce secteur et on en compte actuellement 73 000. Et puis, vous le savez, on a aussi de l'emploi dans la fonction publique, que ce soit la fonction publique, 5000 agents d'État, un peu plus, qui participent au pilotage du sport, dans les services déconcentrés par exemple, ou dans les CREPS et autres établissements publics. On a à peu près 40 000 enseignants d'EPS, et enfin, plus de 45 000 agents des collectivités territoriales, qui font à la fois un peu de pilotage, mais surtout font de la pratique sportive, du coaching sportif et de l'éducation sportive au plus près du terrain. Alors, juste avant de passer à la slide suivante, je voulais quand même vous dire comment on se situe au niveau européen. Alors, vous le savez, les statistiques, c'est toujours une affaire de définition, c'est compliqué, ce qui fait qu'Eurostat, l'agence statistique européenne, n'a pas la même définition. Mais en tout cas, selon la définition qu'ils retiennent, la France est plutôt dans les pays de tête en termes d'emploi sportif. C'est-à-dire qu'avec les pays nordiques et l'Espagne, la France se retrouve avec un emploi sportif qui est plutôt plus élevé, et vraiment significativement plus élevé que dans les autres pays, et je crois qu'on peut s'en réjouir. Alors ça vient notamment du fait qu'il y a eu une forte dynamique dans la filière sportive depuis une quinzaine d'années. Donc je vous le disais, là sur les 230 000 à peu près salariés de droit privé de la filière sport, ça c'est le chiffre auquel on aboutit maintenant en 2021,
on a eu une croissance très importante au cours des 15 dernières années. Dans le secteur sport, de la pratique sportive à proprement parler, on a eu une progression de 44%. Elle se compare à une progression de l'emploi dans le reste de l'économie de 8%. Donc vous voyez sur la même période. Donc c'est vraiment considérable et c'est une filière particulièrement dynamique. Sur les secteurs en amont du sport, de la pratique sportive à proprement parler, donc c'est principalement la vente d'articles de sport, la location d'articles de sport, on a une croissance de 17% qui reste plus élevée que la croissance de l'ensemble de l'économie. Donc ça montre le dynamisme de la filière. Alors ce dynamisme, il est encore plus important quand on regarde les travailleurs indépendants. Depuis 2008, on a un quasi-doublement du nombre de travailleurs indépendants dans le secteur, et si on se concentre sur la pratique sportive, on a même plus qu'un doublement. Alors là, ici, ça montre à nouveau le dynamisme très très important de la filière, mais aussi le développement de l'auto-entrepreneuriat qui a eu lieu dans l'ensemble de l'économie. On a une hausse de 28% de l'ensemble des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants sur cette période, de 2008 à 2020. Mais là, on voit qu'il y a un enjeu très important, je pense, pour l'ensemble des branches de la filière, de tenir compte de cette nouvelle réalité, c'est-à-dire une augmentation très importante du nombre de non-salariés, qui représente une part très significative de l'emploi, plus que dans d'autres secteurs, bien entendu. Alors, cet emploi salarié, il est concentré par rapport au reste de l'économie dans des structures qui sont plus petites et évidemment, vous le savez, dans les associations sportives. Alors, ça va être ma première règle des 3 tiers, c'est assez facile. Dans le secteur sportif, on a un tiers de l'emploi dans les TPE, les très petites entreprises de moins de 10 salariés, un tiers des emplois dans des entreprises de 10 à 49 salariés et un tiers des emplois dans des entreprises plus grandes, mais qui restent pour une grande partie des PME, de 50 salariés ou plus. Ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve dans le reste de l'économie, hein, c'est ce que vous voyez dans mon graphique ici, où on n'a que 17% d'emplois dans les très petites entreprises, et puis on a 53%, donc plus de la moitié des emplois, dans des entreprises de plus de 50 salariés. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un défi de réussir à offrir des bonnes conditions d'emploi dans des entreprises qui sont plus petites et dont on sait qu'elles ont plus de difficultés à pouvoir offrir des conditions d'emploi de très bonne qualité. Par ailleurs, vous le savez, un rôle très important des associations sportives, Madame la Ministre le rappelait également, on a 84 000 salariés qui travaillent au sein des associations sportives, c'est 37% des salariés du privé de la filière sport. Et donc, là encore, ça type évidemment le type d'emploi. Vous savez que pour autant, il n'y a qu'une association sportive sur 7 qui est employeuse, soit 44 000. Et ces associations sportives, elles représentent 5% de l'emploi associatif, mais une très grande part du bénévolat associatif de ce pays. Nous, on l'évalue, même si c'est évidemment compliqué, à peu près 30%. Et c'est un exercice difficile, mais si on voulait essayer de transformer ce travail bénévole, cette activité bénévole en emploi, on serait au-delà de 150 000 EQTP, équivalent temps plein. Donc on voit quasiment que le travail bénévole est plus important encore que le travail salarié au sein de ces associations, ce qui évidemment, là encore, est un défi de faire cohabiter bénévoles et salariés, et donc je pense que c'est intéressant et notable. Alors ensuite, là on était vraiment sur les employeurs, là on va parler des salariés et de leurs caractéristiques. Alors c'est des choses que vous connaissez évidemment, qu'on connaît tous, hein. Les salariés dans le domaine du sport sont plus jeunes et plus masculins. Alors je vais revenir sur ces deux dimensions. D'abord pour dire que là c'est ma deuxième règle des 3 tiers, on a cette fois un tiers des salariés dans la filière sport qui ont moins de 30 ans, un tiers qui ont entre 30 et 44 ans, et un tiers qui ont 45 ans ou plus. Ça, c'est encore une fois très très différent de ce qu'on constate dans le reste de l'économie, avec seulement 19% de moins de 30 ans et 44% de 45 ans ou plus. Donc on a une vraie différence, qui est une différence vraiment particulièrement significative. Ça vaut pour le secteur sportif, à proprement parler, c'est-à-dire la pratique sportive, pardon, les coachs éducateurs sportifs, mais ça vaut aussi pour l'amont, et notamment dans la vente d'articles de sport. On sait que la vente, c'est un secteur dans lequel les salariés sont particulièrement jeunes, mais c'est vraiment particulièrement le cas dans les magasins de vente d'articles de sport. Je pense que vous avez tous l'expérience d'être allé dans ce type de magasin très récemment et de vous en être rendu compte sans doute.
Alors pour autant, j'insiste sur le fait qu'il y a vraiment une population très jeune. Pour autant, cette population salariée, elle vieillit, et ça c'est sans doute quelque chose d'assez nouveau et à prendre en compte pour l'ensemble de la filière sport. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les 45 ans ou plus, ils représentent maintenant 36% des effectifs, c'est ce qu'on voyait là, mais en 2017, ils ne représentaient que 29% des effectifs. Donc il y a quand même un vieillissement assez rapide, et ça veut dire que pour ces métiers qui mobilisent notamment dans le secteur sport, stricto sensu, les corps, il y a évidemment un enjeu, et un enjeu qui va être croissant dans le futur, de réussir à tenir compte de ce vieillissement. J'en viens à la féminisation de l'emploi. Là encore, ce n'est pas une surprise. Vous savez que l'emploi sportif est particulièrement masculin. Si on veut regarder l'écart avec l'ensemble de l'économie, maintenant, dans l'ensemble de l'économie, on a atteint la parité. On a à peu près 50% d'emplois féminins, 50% d'emplois masculins. Dans la filière sport, on n'a que 38% d'emplois féminins. Alors, on pourrait se dire que c'est temporaire et que c'est en train de se rééquilibrer. C'est vrai que quand on regarde les filières de STAPS, de formation, STAPS par exemple, BPGEP Sport, on continue à être sur des déséquilibres de ce type-là. Et c'est vrai que quand on regarde la situation européenne, dont je parlais tout à l'heure, on a plutôt plus d'emplois, je le disais, tout sportif en France, mais on a peut-être un déséquilibre plus fort entre emplois masculins et féminins en France que dans d'autres pays européens. Donc c'est évidemment aussi un défi sans doute pour la filière. Ensuite, et ça sera ma dernière slide, parce qu'on m'a demandé d'aller assez vite pour faire ce panorama, je vais revenir sur les conditions d'emploi, qui peut-être, c'est une question, peuvent nuire en partie à l'attractivité des métiers. Donc vous le savez, dans la filière sport, il y a plus de temps partiel que dans l'ensemble de l'économie. 17% dans l'ensemble de l'économie, 26% dans la filière sport. Il y a aussi moins de CDI. Alors c'est pas particulièrement vrai dans la vente d'articles de sport, dans l'amont de la filière, mais c'est vrai en revanche pour les éducateurs, éducatrices, coachs sportifs, pour lesquels là on a beaucoup plus de CDD que dans le reste de l'économie. On a aussi plus d'apprentissage, ça c'est pas forcément des conditions d'emploi problématiques, ça permet aussi de faire venir les jeunes dans ces métiers. La question va être de les faire rester, et j'y reviendrai juste après. Et puis il y a aussi plus de contrats saisonniers, vous le savez, pour un certain nombre de sports qui sont des sports soit hivernaux, soit estivaux, et qui occasionnent ce type de contrats et qui peuvent évidemment être compliqués à concilier avec une vie personnelle, familiale, et donc peuvent nuire à l'attractivité des métiers à long terme. Et puis, quelque chose qui ne figure pas forcément sur cette slide, c'est que pour les éducateurs, éducatrices, coachs sportifs, il y a beaucoup de personnes qui doivent occuper plusieurs postes. Ils ne réussissent pas dans un club, une association, à pouvoir occuper qu'un seul poste. Et c'est vrai qu'il y a une étude de l'INSEE de 2022 qui a suivi les éducateurs et éducatrices sportifs pendant 10 ans pour voir au bout de 10 ans où ils en étaient. On regarde une génération et on voit quand même que c'est un métier qui a du mal à fidéliser. Il y a beaucoup plus que dans d'autres métiers, de personnes qui partent. Ça explique aussi pourquoi on a une population très jeune, c'est qu'ensuite ils partent ailleurs. Et notamment, ils partent ailleurs pour réussir à avoir des conditions salariales un peu meilleures, mais surtout des CDI et puis des métiers dans lesquels ils n'ont qu'un seul poste et qu'ils ne sont pas obligés de jongler entre 2, 3, 4 contrats, ce qui évidemment rend les choses un petit peu plus compliquées. Voilà, on m'a demandé d'être rapide, je crois que j'ai à peu près tenu le temps. Je voulais juste vous redire qu'on voit que c'est une filière sportive avec un développement extrêmement rapide, extrêmement dynamique, mais avec plusieurs défis. Celui de la fidélisation des jeunes professionnels qui s'investissent dans cette filière, de l'amélioration des conditions d'emploi et de la féminisation. Et je m'arrête là. Et on en reparlera dans cette journée. Merci, Monsieur Vicard. Je vous propose de vous installer. Je vais vous reprendre ça. Et nous allons maintenant, installez-vous, présenter les 4 branches professionnelles qui constituent notre périmètre du Grenelle et les enjeux associés. La branche du sport, la branche du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs, la branche des entreprises équestres et la branche du golf. J'invite sur scène Romain Viéville, Cécile Landreau, Michel David et Yves Béchu.
président de l'Observatoire du sport de la branche sport, Cécile Landreau, représentante branche du commerce des articles de sport et d'équipement de loisirs, vice-présidente de la commission paritaire nationale emploi-formation, monsieur Michel David, président de la branche des entreprises équestres, et Yves Béchu, représentant branche du golf, vice-président commission paritaire nationale emploi-formation du golf. Bonjour mesdames et messieurs. On va commencer par la branche du sport avec monsieur Véville et on va parler donc des métiers, des chiffres clés et les enjeux spécifiques. Vous pouvez le faire au pupitre ou au micro, c'est vous qui choisissez. Madame la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Monsieur le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi, en tant que représentant des partenaires sociaux de la branche du sport, de participer à ce Grenelle de l'emploi et des métiers du sport, au vu de l'importance des enjeux autour des questions centrales d'emploi, de compétences et d'insertion professionnelle dans le sport qui vont nous animer aujourd'hui. Madame la ministre l'a indiqué, on a besoin du sport, on a besoin des acteurs du sport. En ce sens, les partenaires sociaux de la branche, loin de limiter le sport à la seule pratique d'une activité physique ou sportive pour toutes et tous, le considèrent comme un vecteur de développement économique majeur et constatent son impact social et sociétal incontournable au service de la nation, notamment en lien avec les enjeux de santé, de bien-être, de cohésion, d'inclusion ou encore d'insertion professionnelle. Le sport constitue ainsi un phénomène aux facettes multiples. C'est un secteur dynamique avec 23 000 structures employeurs et 150 000 emplois non délocalisables sur le territoire français et une croissance annuelle en emploi supérieure à la moyenne de celle des autres domaines d'activité. C'est un secteur riche de perspectives avec les grands événements sportifs à venir, riche de son engagement bénévole avec ses centaines de milliers de passionnés qui œuvrent chaque jour pour contribuer à son développement, riche aussi de ces acteurs qui se mobilisent pour faire du sport un vecteur d'inclusion et d'insertion sans pareil. Pourtant, c'est aussi une branche fragile et fragilisée. Fragile avec une proportion importante de structures employeurs de petite taille, 90% de moins de 7 salariés, une part conséquente d'emplois de courte durée ou à faible temps de travail, des problématiques prégnantes de turnover ou encore des enjeux de reconversion de publics spécifiques, comme les sportifs ou les entraîneurs professionnels. Fragilisés aussi par un contexte difficile. La crise Covid a notamment eu des répercussions concrètes en matière d'emploi, avec des métiers devenus en tension. La crise énergétique, quant à elle, a impacté économiquement nos structures et nos professionnels. Il nous appartient donc, collectivement, en synergie et complémentarité et en nous appuyant sur nos forces et nos richesses, de surmonter ces difficultés. L'arrivée de nouveaux publics de pratiquants, la massification et la diversification de la pratique sportive doivent guider nos réflexions et nos démarches en vue d'accompagner le secteur dans sa mutation. Aussi, faisant du renforcement et de la diversification des compétences des professionnels du secteur la pierre angulaire du développement du sport, de ses emplois et de sa pratique pour toutes et tous, les partenaires sociaux de la branche du sport mettent en œuvre une politique globale d'emploi, de formation et de certification ambitieuse et volontariste, dont certains aspects vous seront présentés aujourd'hui et qui a vocation à accompagner la professionnalisation et le développement des structures sportives, qu'elles soient associatives, du sport professionnel ou commercial, à favoriser l'accès aux métiers du sport et encourager le déploiement et la pérennisation de ces emplois, à contribuer à l'évolution professionnelle des professionnels du sport tout au long de leur vie, et à organiser les conditions efficientes de mobilité professionnelle et de reconversion des professionnels du sport, sportifs, entraîneurs professionnels, sportifs de haut niveau notamment. Nous aurons à cœur de vous partager certaines de nos initiatives, mais aussi de nous nourrir des démarches portées par de nombreux acteurs publics et privés présents aujourd'hui. Ce Grenelle de l'emploi et des métiers du sport organisé par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques est une étape très importante pour faire converger l'écosystème du sport autour de la structuration des perspectives d'emploi pérennes et de qualité au sein de la branche du sport, dans un objectif de renforcement de ces pratiques, dans un objectif d'inclusion sociale et économique au service de notre jeunesse et de la santé des Français. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Véville. Focus
Donc sur la branche sport, on va passer à la branche du commerce des articles de sport et équipements de loisirs avec Madame Landreau. Donc on parle entreprise, métiers, chiffres et enjeux. Oui, Madame la Ministre, bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous présenter assez rapidement cette branche qui a beaucoup évolué et qui est certainement beaucoup plus diverse qu'on se l'imagine spontanément. L'évolution, vous avez vu le nom, commerce d'articles de sport, équipements de loisirs, c'est un petit peu l'ADN, l'historique de la branche, mais du fait des évolutions des frontières qui se sont effacées entre l'industrie et le commerce, avec des magasins qui devenaient donneurs d'ordre et inversement des fournisseurs qui ouvraient leur propre réseau de distribution, les frontières se sont estompées et les partenaires sociaux ont pris acte de ces évolutions et ont pu adopter une démarche plutôt de filière avec une partie de l'amont, conception, fabrication d'articles de sport, et l'aval, la partie commerce. Cette partie commerce comprend également la location, tous les métiers tournés vers le tourisme, on pense au littoral mais également à la montagne, avec des enjeux de saisonnalité. Et cette branche est assez diverse. Si je dois présenter rapidement quelques chiffres, elle représente à peu près 7000, un peu plus de 7000 entreprises employant au moins un salarié. Donc après, il y a également toutes les autres. Sur ces 7000 entreprises, on identifie assez aisément des grandes entreprises assez connues, également des PME ou des entreprises de taille intermédiaire, notamment dans l'industrie. Mais il faut savoir que 81% de ces entreprises sont des TPE. Certaines, en fait, vont être, par exemple, dans le commerce multisport, mais également dans le commerce spécialisé autour du cycle, du golf, des sports de raquettes, de la montagne, etc. Donc on voit bien, en fait, l'enjeu que les partenaires sociaux ont dans la branche pour accompagner ces entreprises qui ont besoin d'être outillées et accompagnées également par notre Coop Commerce. S'agissant des salariés, on a à peu près 62 000 salariés dans la branche et si je devais faire un portrait type de ces salariés, globalement, le salarié est un homme. On a à peu près 42% de femmes dans la branche, entre 42 et 45 selon les années. Il est plutôt jeune, 33,6 ans exactement. Il est plutôt en CDI, majoritairement en CDI. Les CDD concernent, on va dire, globalement tous les métiers touristiques, les CDD saisonniers. Et puis, il est à temps complet. Le temps partiel représente à peu près 30% des effectifs de la branche. Il est en reflux, puisqu'il était à peu près à 29% il y a une dizaine d'années. Les métiers, là aussi, sont très divers. Alors, on connaît spontanément la vente, tous les métiers de la vente, mais il y a également la technique, tout ce qui concerne les métiers techniques de préparation, réparation, entretien de vélo, par exemple, de matériel de ski, également, par exemple. Vous avez toute la partie logistique, supply chain, toute la partie marketing, éco-conception, conception, fabrication. Vous voyez, sans compter, évidemment, tout ce qui concerne les fonctions support, donc des métiers extrêmement large. La branche est confrontée à de multiples transitions. Finalement, elle est au carrefour des transitions qui touchent le commerce et l'industrie pour les entreprises industrielles et également les évolutions liées aux pratiques sportives. Si on doit un petit peu résumer, parce qu'on ne peut pas voir un petit peu toutes les évolutions, il y a évidemment la transition démographique qui touche à la fois les salariés, mais également les clients et les pratiquants, toutes les transitions sociétales liées en fait au bien-être, à la santé, mais on est focalisé sur deux transitions principales qui sont assez prégnantes dans notre secteur, qui sont la transition digitale, même si elle n'est pas nouvelle, elle impacte toute la filière de valeur et elle va toucher jusqu'aux objets, puisqu'on connaît bien les objets connectés, les raquettes connectées par exemple. Et la deuxième transition majeure est la transition bien évidemment écologique, sur lesquelles on travaille depuis de très nombreuses années. Il y a beaucoup d'initiatives prises par les entreprises, que ce soit des grandes entreprises ou des start-up, des plus petites entreprises, et également une réglementation qui est foisonnante et qui a tendance à accélérer, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Et si je dois résumer les impacts de toutes ces évolutions sur l'emploi et les compétences, on fait face à l'évolution de métiers et à la création aussi de nouveaux métiers. Dans les nouveaux métiers, on va avoir tout ce qui est lié aux transitions écologiques, à toute la partie digitale. Et l'essentiel quand même de ces évolutions va toucher l'enrichissement des métiers existants.
Pour reprendre un exemple très simple, le vendeur, il va être aussi un animateur de communauté sur les réseaux sociaux, un organisateur d'événements. Il va également être responsable des produits d'occasion. En tout cas, beaucoup de métiers s'enrichissent de nouvelles missions, de nouvelles fonctions, qui nous appartient en fait d'accompagner, nous les partenaires sociaux, dans les montées en compétences et l'évolution de ces salariés. Pour résumer, j'essaie de tenir le temps, une branche extrêmement dynamique, une branche qui a connu des évolutions, qui est donc dans une logique de filière, et une branche également qui est fondée sur des TPE très actives et qui fait face à des défis assez conséquents et qui va relever ces défis pour la bonne pratique en fait, de tout le monde et pour l'évolution de tous les salariés et des entreprises. Merci. Merci Madame Landreau. On passe aux entreprises équestres avec Monsieur David. Vous pouvez très bien rester assis ou aller au pupitre, c'est vous qui choisissez. Donc, nous parler de votre branche et des enjeux. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, l'équitation, partie intégrante de la filière équine et plus globalement de la collaboration homme-cheval, s'inscrit dans une histoire plurimillénaire. Cette filière est au carrefour du sport, de l'agriculture, de l'art, de la sécurité, de la santé, mais aussi du commerce national comme international. Elle regroupe donc plusieurs secteurs d'activité et acteurs. Économiquement, cette filière principalement portée par les courses hippiques et les sports équestres a généré 11 milliards d'euros en 2019. C'est aussi pour la partie équitation près de 700 000 licenciés pratiquant le seul sport olympique mixte, faisant de la Fédération française d'équitation la troisième fédération sportive nationale. La filière équine, c'est 146 000 emplois principaux et secondaires en lien avec les équidés. 66 000 de ces emplois sont exercés à titre principal, dont 27 000 dans le secteur de l'équitation. À l'automne 2023, les socioprofessionnels des conventions collectives centre équestre, entraînement au galop et entraînement au trot, se réunissant mensuellement depuis 5 ans, signeront une convention collective commune. Dans l'intervalle, nous avons été approchés par plusieurs représentants d'autres activités comme les sociétés d'élevage ou encore les équidés de travail, s'interrogeant sur la possibilité d'une CCN cheval élargie. Les 11 650 entreprises de la branche sports équestres sont essentiellement rattachées au régime agricole par la présence de l'animal. Les 3 principales typologies de métiers de la filière peuvent s'articuler ainsi en termes de fonctions cibles: l'enseignement, l'animation auprès de cavaliers, l'entraînement, la valorisation des équidés, l'entretien courant des équidés et des structures. Quelle que soit la fonction cible, celle-ci nécessite des compétences tant sportives qu'agricoles. Ces emplois, dans le secteur de l'équitation, sont occupés à 55% en CDI et, paradoxalement, vis-à-vis des autres branches, on a un très fort taux de féminisation, comme vous pouvez le constater. Comme l'ensemble de la société humaine, nous sommes confrontés à l'impact du changement de climat et à la nécessité de faire évoluer nos pratiques. Mais nous faisons aussi face à des difficultés de recrutement. Les différents acteurs de la filière réunis au sein du Conseil emploi et formation soutenu par le service Equiresources de l'IFCE ont tous partagé la confusion existante au sein d'une offre de formation pléthorique et la nécessité de remettre les compétences équestres au cœur des formations. Celles-ci restant transverses dans les champs de nos 3 typologies d'emploi avec l'agricole. L'opportunité de Grenelle de l'emploi dans l'ensemble de l'opportunité du Grenelle de l'emploi permettra un étalonnage du niveau 4 via le BPGEPS des compétences équestres. Cette compétence transférable dans l'ensemble de la filière pourra ensuite être déclinée sur le niveau de certification inférieur et supérieur en tenant compte des spécificités du secteur. La connaissance de l'individu cheval dans sa globalité, associée à l'apprentissage de discours construits, compétences génériques quel que soit le secteur professionnel, permettra à l'avenir une meilleure compréhension sociétale de l'association millénaire homme-cheval, ce qui contribuera fortement à la continuité de la présence du cheval au sein de notre société. Merci, Monsieur David. Et le dernier Zoom, la branche golf avec Monsieur Yves Béchu. Madame la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Mesdames, Messieurs, la branche golf est ravie de se retrouver
lors de ce Grenelle qui porte des projets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Branche golf, branche souvent méconnue. C'est une filière économique dont les impacts sont particulièrement significatifs, une branche professionnelle caractérisée par une activité conventionnelle dynamique. La filière du golf pèse au total 1,5 milliard d'euros et compte 750 entreprises, clubs, associations présentes sur l'ensemble du territoire français et ultramarin avec un fort ancrage en territoire. Les golfs représentent 450 000 licenciés, ce qui en fait la 4e fédération sportive, le golf étant un sport olympique. La filière golf compte 15 300 emplois, dont 85% en CDI. Ces 15 530 emplois se répartissent pour moitié dans des emplois directs, 7 200 emplois, et pour l'autre de moitié sur des secteurs comme le commerce, le tourisme, la maintenance de matériel, le commerce, l'hôtellerie et la restauration. Une branche professionnelle avec une activité conventionnelle dynamique, convention collective datant de juillet 1998, qui a été une source d'aspiration pour des branches proches au regard de son caractère précurseur dans ce type de secteur. Une forte vitalité de l'activité conventionnelle, puisque 87 avenants ont été étendus depuis 1998. Toujours pour avoir un secteur salarié avec les meilleures conditions de travail possibles. Force de chaque entreprise. La typologie des entreprises et des métiers, ces entreprises, il y a 732 golfs qui participent au dynamisme de l'économie de la filière, dont 600 disposent d'un parcours de 9 trous ou plus. 2 tiers des structures sont des sociétés commerciales, 1 quart sont des associations et le reste sont des structures publiques. Une majorité de petites structures, 98% de moins de 50 salariés, 70% de moins de 11 salariés. Nos métiers, les principales catégories de métiers sont variées, entretien des parcours pour 39%, l'accueil, la vente, la direction pour 37%, la restauration pour 13%, l'enseignement pour 11%. Des emplois très majoritairement en CDI et à temps plein, 83% de CDI et 90% d'équivalent temps plein. Un secteur caractérisé par la qualité de l'emploi, avec des emplois stables et pérennes et des possibilités de trajectoire professionnelle ascendante, ce qui fait écho à une priorité des partenaires sociaux de la branche. La pyramide des âges reste équilibrée, 26% ont moins de 29 ans, 25% 50 ans et plus. Une répartition par âge équilibrée qui est un indice supplémentaire de la possibilité de trajectoire professionnelle pour les salariés du secteur. Les enjeux spécifiques. Comme beaucoup de secteurs d'activité, nous rencontrons actuellement des tensions de recrutement liées à la méconnaissance du secteur, au travail le week-end et les jours fériés, et aux horaires de travail sur les pics saisonniers, et en réponse, une action de la branche en matière de promotion des métiers va se faire écho. La branche professionnelle s'est engagée sur la promotion de nos métiers. Un site internet Métiers du Golf a vu le jour et est accessible depuis cette année et constitue la première étape des actions de la branche en matière de promotion des métiers auprès des publics lycéens, étudiants et des actifs salariés dans d'autres secteurs ou demandeurs d'emploi. Un paysage de deuxième enjeu, un paysage de la certification professionnelle qui, même s'il évolue, doit prendre en considération les spécificités du secteur. À titre d'exemple, la compétence commerciale devient cruciale dans l'entreprise et doit être prise en compte dans les certifications professionnelles pour faciliter l'adaptation des futurs salariés au contexte professionnel et répondre aux besoins en recrutement. Un nécessaire effort de formation répondant aux enjeux d'adaptation des salariés à des activités émergentes ou à fort enjeu pour les golfs. Les structures sont impactées par la transition écologique, la gestion durable de l'eau, les usages du digital et la prise en compte de l'accès des jeunes à la pratique golfique. Ces sujets impliquent d'adapter les compétences de l'ensemble des salariés de la branche du golf, du terrain à la direction. Les golfs sont déjà largement, la branche est déjà largement mobilisée avec l'appui de la CPNE sur ces enjeux de développement des compétences. Un projet de contribution conventionnelle verra le jour cette année
Sur la formation professionnelle, on étudie au sein des instances paritaires afin d'abonder sur les priorités de formation ciblée la contribution légale des entreprises au titre de la formation professionnelle. Et enfin, une prise de conscience des enjeux de diversification femmes-hommes et un plan d'action engagé. Une étude a été réalisée en 2022 et un plan d'action est engagé dès cette année. Le plan d'action d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche du Golfe devrait notamment reposer sur la mise à disposition d'un kit égalité femmes-hommes à destination des établissements de la branche, des actions en communication portant sur l'image des métiers en mettant en avant les profils féminins et sur la valorisation de la branche auprès des candidates potentielles. Merci, Monsieur Béchu. Alors, on a entendu les enjeux des différentes branches. Monsieur Vicard, est-ce que vous avez identifié des enjeux transversaux? Alors, oui, ça marche, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux communs, au-delà des différences entre les branches, des différences de taille, des différences d'enjeux. Et ce qu'on voit, c'est que c'est sur l'ensemble de ces branches, je le redis, une filière qui est extrêmement dynamique et donc a aussi les enjeux, les défis de besoins croissants, donc de recrutement et de pérennisation, de fidélisation des jeunes qui s'engagent dans ces métiers. L'idée aussi de dire que vous avez vu des profils qu'on retrouve de petites entreprises, de petites associations, et donc là évidemment il y a un effort, un besoin de soutien global à ces petites structures qui en ont besoin pour pouvoir travailler et fidéliser ces salariés ou ces non-salariés. Là, justement, j'en profite juste pour dire qu'il y a cet enjeu très très fort des non-salariés, des indépendants, qui ne sont pas forcément représentés au sein des branches et qui se développent pourtant de façon très très importante. Et donc ça, c'est aussi un enjeu, évidemment. Ça veut dire aussi, on voit, il y a 4 branches qui ont un enjeu de coordination de la filière, de coordination des branches entre elles. Et je pense que ce Grenelle, c'est vraiment la représentation de ce travail de coordination entre ces différentes institutions, que ce soit dans le privé, mais aussi dans le public. Et puis évidemment il y a un enjeu d'attractivité. Alors je pense qu'il y a une image positive chez les jeunes, on le voit dans les formations, elles sont très suivies, mais ensuite c'est ce que je disais tout à l'heure et ce que vous disiez je crois, il y a besoin de pérenniser, de fidéliser pour que ces jeunes qui se sont investis dans ces filières puissent y demeurer. Merci beaucoup. Ces enjeux dont on reparlera, vous pouvez les applaudir. Je vais vous inviter à redescendre. Merci en tout cas pour ces explications. Alors,